Le fantôme de l'apothicaire de Léon Garfield, chapitre 2. Donc, il faut que je cours comme si votre vie à vous, en dépendait, n'est-ce pas, monsieur Corbett? Bien, bien. Alors, regardez-moi. Regardez-moi donc monter cette côte ventre à terre. Mais, mon Dieu, monsieur Corbett, est-ce un escargot qui vient de me dépasser? Quelle honte! Qui aurait cru qu'un escargot pouvait dépasser cet apprenti qui court comme si la vie de son maître en dépendait? Benjamin Partridge hocha la tête, comme étonné de constater avec quelle semelle de plomb il gravissait dans le noir la côte de Heathgate. C'est épouvantable! Imaginez le père Corbett en train de trépasser, là-bas, à Gospel Oak, et de rendre le dernier soupir. Mais voici Benjamin qui chemine à pas lourds en cette nuit d'hiver. Vous voyez ce buisson là-bas devant? Si j'y arrive avant de compter jusqu'à 10, monsieur Corbett sera sauvé. Dépêchons, dépêchons, 11! Un tout petit peu trop tard. Après tous ces efforts, j'y allais corps et âme, monsieur Corbett, précisément comme vous auriez voulu. À présent, Benjamin Partridge était presque arrivé en haut de la côte de Heathgate. Sa figure se plissa en un sourire roublard. Il avait l'imagination vive. Il put voir, dans sa tête, l'apothicaire cadavre en son cercueil dans son salon coquet. Il est à l'arrière de la maison. Son salon, ce saint des saints. À ses pieds, une couronne portant cette inscription. Benjamin Partridge, en souvenir respectueux. À ce moment, une horloge sonna 10 heures dans le lointain. L'apprenti l'écouta avec consternation. La maigre chance qu'il avait eue d'arriver chez lui avant le nouvel an s'était quasiment envolée. Irrésolu, il regarda derrière lui, puis devant lui. Une expression contrariée traversa fugitivement son visage et il commença à presser le pas, à courir même. Mais ceci, non sans marmonner au profit de son manteau, si pitoyablement mince, que s'il se hâtait, ce n'était point à cause de M. Corbett, et qu'il aimerait mieux s'abandonner corps et âme au diable plutôt que les laisser en gage à Gospel Oak. Un cocher, qui émergeait de la nuit et de ses gémissements pour entrer dans la taverne de Gatehouse, fut extrêmement frappé par le visage de ce jeune garçon qui se hâtait. Un visage aperçu au passage, tantôt oui, tantôt non, et qui poursuit sa route pour se perdre dans les morts de ténèbres. Pareille fureur et épouvante mêlées n'ont rien à faire sur des joues aussi jeunes, aussi tendres. Mais que Dieu lui accorde une bonne et heureuse année et lui épargne un peu ce vent glacial. À présent, la nuit était de plus en plus tumultueuse. Le vent cognait et rugissait par les airs comme un tigre invisible qui prend, dans sa folie, ses rayures pour les barreaux de la cage. Pourvu, mon Dieu, qu'il ne s'échappe pas. Vous pouvez crever, monsieur Corbett. Puisse ce vent vous expédier dans l'autre monde. Puisse-t-il vous siffler au travers de la peau et jouer des castagnettes sur vos saletés de vieux os. Et il courait toujours, mais pas pour l'amour de monsieur Corbett. Tantôt trébuchant, tantôt se tournant de côté et d'autres pour échapper à la folle colère de la nuit. Il semblait en vérité s'acharner pour l'arracher à la terre par les basques de son manteau, ce vent bizarre, inouï, dont les rafales venaient surtout d'Islington, de Wapping et de Tower Hill. Entre ici et Wapping, 7 églises au clocher ajouré se dressaient exactement sur la route du vent. St. Bride's, St. Jude's, St. Mary's, St. Peter's et St. Michael on the Hill. Ces clochers, il les traversait l'un après l'autre de part en part, mettant en mouvement les cloches noires, les faisant frémir et sonner des heures monstrueuses. Spectres de carillon, fantômes des heures défuntes. Il était 28 heures passées. Passées sans retour. Quel glas pour l'année expirante. Benjamin Partridge enfonça sa tête dans son maigre collet et se hâta encore plus. Mais non point comme M. Corbett eût voulu qu'il se hâtât. Son esprit distillait un noir élixir qui dépassait fort la chimie de l'apothicaire. Sa poche droite faisait une grosse bosse, le flacon pour ce drôle de client, et le gauche lui battait le genou, ce qui lui remettait en mémoire la petite plaisanterie de M. Corbett. Le bocal vide pour... le bout de photo. Moi, monsieur Corbett, un bout de vous.
c'est ce que je voudrais dans votre flacon. Je le poserai sur ma cheminée à la maison, avec une étiquette aussi jolie qu'il vous plairait. Cœur d'apothicaire, très petit, très dur, très difficile à trouver. À présent, le vent arrivait plus déchaîné encore et, à ce qu'il semblait au gamin subissant ses assauts, son haleine avait une odeur étrange, de poisson, de rivière plus ou moins, normal considérant qu'il arrivait de Wapping, mais aussi odeur douceâtre et pénétrante. Dieu sait par où il était passé, ce vent, dans quelle tête, quel crâne nauséabond il s'était engouffré. Tête de pirate chargée de chaînes, noyée sous la marée 3 fois par jour à Shoalwelster, remplie par la fureur des eaux. Tête de traître souriant, fiché sur les herses de la tour de Londres, pleine d'une haine inouïe. Tête d'assassin rôdant dans Lambsconduit Field. Tête d'avoué menteur, de faux témoins, d'amis de pacotille, d'ennemis implacables, de vieux renards, d'espions et de bêtes venimeuses. Soudain, des cris perçants venus de Kinwood. Benjamin plaqua ses mains à ses oreilles et fut près de s'enfuir. C'était quoi? Quelque conclave de hibou à propos d'un sansonnet mort? Très probablement. Très probablement. Là-bas devant, un nid de lumière repoussait les ténèbres. C'était la taverne des Espagnols. De l'intérieur, un bruit de chants et de rires arrivait atténué. Quelques joyeux compères qui buvaient dans la tente du trépas de la nuit. Le gardien du péage vit, de sa minuscule maison tout près de là, le gamin s'arrêter et regarder longuement en direction de la taverne, avec un air d'envie désespérée sur son visage. « Pauvre diable !» songea-t-il. « Être dehors par une nuit pareille !» Puis, il le vit encore secouer violemment la tête et proférer le mot « non » plusieurs fois de suite. Après quoi, il reprit sa course et s'enfonça dans cette nuit sans joie. « Que Dieu t'accorde une bonne et heureuse année !» murmura-t-il, « et t'épargne un peu ce vent glacial. » Brusquement, la tête de Benjamin s'était emplie de rêves. Rêves d'une compagnie plus plaisante, celle de ses amis et de sa mère. Des visages éclairés par la bougie, réchauffés par le feu. Tous à l'attendre là derrière la vitre. Puis, le vent avait balayé ses rêves, ne laissant en lui que ténèbres. Un changement curieux sembla s'opérer dans son aspect, comme si sa hâte avait un but plus précis. À certains moments, il semblait courir plus vite que le vent lui-même. Courbé presque jusqu'à terre, il se ruait de l'avant, d'un air singulièrement redoutable. Les basques de son manteau battaient, toutes noires, pareilles aux ailes de quelques oiseaux de mauvais augure. « Voilà, voilà, monsieur Corbett, je m'occupe de vous. » Il voyait déjà le sommet de Hampstead High. À droite, à gauche, les arbres se courbaient, indiquaient une direction et, là-haut, dans les étages, les nuages en loques fuyaient tous dans la même direction. Le vent sinistre s'en allait à Hampstead, lui aussi, et il avait l'air rudement pressé. Benjamin aperçut enfin, à 800 mètres à peine, Jack Straw's Castle, une auberge isolée, trapue, rébarbative. Assurément, le drôle de client devait y être assis au coin du feu dans le salon, reniflant dans l'attente de sa potion. Ma foi, il peut bien renifler jusqu'à la Saint-Glinglin. À présent, Benjamin est en route pour une autre mission. Il avança encore, de 30 mètres à peu près, puis s'arrêta. À sa gauche, un sentier s'enfonçait dans l'obscurité de la lande. Singulière cette obscurité. Plus tôt dans la soirée, la pluie était tombée, rendant phosphorescentes certaines racines, certaines plantes, et des points lumineux luisaient faiblement dans ce néant de broussailles. Auparavant, ces lueurs inquiétantes auraient peut-être fait peur au jeune garçon, car elles ressemblaient beaucoup à des yeux méchants en plus. Mais à présent, il les voyait à peine. Le vent épouvantable avait balayé de sa tête toute pensée, hormis sa haine pour le pâle, le vil apothicaire qu'il avait expédié sur les routes. Il commença à descendre le sentier, la terre détrempée sanglotait sous ses pas. « Puissiez-vous sangloter pareillement, monsieur Corbett, lorsque j'en aurai fini avec vous !» Dans sa première partie, le sentier allait en pente assez abrupte, et bientôt Benjamin échappa aux pires violences du vent. Mais, à la place, une méchante humidité l'enveloppa et s'agrippa à lui. En outre, un bruissement de feuilles, perpétuel, haletant,
semblaient habiter les divers recoins de ténèbres environnant le sentier. Plusieurs fois, il s'arrêta, comme s'il méditait de renoncer, ou non, à son entreprise et de s'enfuir à toutes jambes vers la grande route pour atteindre l'auberge. Il était inquiétant, ce sentier, et ça ne faisait qu'empirer. Mais, à chaque fois, il lui semblait voir la figure de M. Corbett devant ses yeux, clamant pompeusement « Corps et âme, jeune Partridge, je vous veux corps et âme !» Et Benjamin Partridge poursuivait sa route. Car si la haine peut endurcir le cœur, elle engourdit le cerveau, le rend insensible au danger, et le mène sur la voie des ténèbres, de la folie et du mal. Au bout de l'effrayant sentier se dressait une maison effrayante. Une haute maison, élégante ma foi, et qu'on entrevoyait souvent en passant sur la grande route. De là-haut, elle avait l'air d'un croque-mort géant qui attend là, discret, parmi les arbres. Qu'avait-elle donc de si effrayant, cette maison, que même l'obscurité peuplée de chuchotements, les arbres crochus et le ciel louche n'étaient que broutilles auprès d'elle? Les visiteurs qu'elle recevait? Vieux monsieur ayant à l'âme un ulcère pour lequel il n'est point de remède? Si, un seul, la vengeance. Joueur décavé, avoué perdu de réputation, imposteur et fuyard, soldat félon, bourreau congédié, serviteur venimeux, policier sanguinaire. Il s'en venait surtout au crépuscule, avec le rictus furtif de la vengeance. Benjamin se comptait à présent parmi les recrues de ce farouche régiment. Le sentier devenait plat. L'un après l'autre, le sentier devenait plat. L'un après l'autre, les yeux luisants fermaient les paupières, rendus aux ténèbres par les massifs d'arbustes. « Et que pareillement se ferment vos paupières, monsieur Corbett, exactement de la même façon. Ha !» Benjamin s'arrêta. La maison se dressait devant lui. Ses fenêtres allaient par paires, et il y avait 3 paires. Aucune éclairée. Sous le porche était suspendue une lanterne en fer, qui poussait d'étranges gémissements grognons lorsqu'elle oscillait sur son crochet. Mais dans la lanterne, les 3 bougies brûlaient, imperturbables. Il y avait un marteau sur la porte, une tête de lion. Un beau marteau en cuivre comme ça pouvait bien coûter 5 livres au magasin à côté de la forge d'Elgate. Ou bien même, avait-il été fondu dans quelque forge plus souterraine que celle d'Elgate? Le jeune garçon frissonna. L'humidité, fort probablement. Il frappa à la porte. Le marteau rendit un son déplaisant et lugubre. Survint un bruit de pas, très rapide, puis les pas s'arrêtèrent. Le jeune garçon fit mine de reculer, de décamper peut-être, alors même que les choses étaient allées si loin. Non! Et il frappa une seconde fois. 3 clous dans votre cercueil, monsieur Corbett. La porte s'ouvrit. Le garçon poussa un cri. Une bougie à la main, les yeux perçants brillants d'un éclat surnaturel, apparut le drôle de client. Il dit « Je pensais bien que vous passeriez d'abord ici. »